nous allons démarrer ce premier flash meeting. Le planning sera le suivant, une introduction de 5 minutes, un retour sur le Next Europe de 5 minutes, la partie ABS-AFS, avec un focus un peu plus important sur la partie AFS, la partie NAS, et on gardera 5 minutes à la fin pour les questions que vous auriez par rapport à cette présentation. Alors, en introduction, ces flash meetings font en fait partie du lancement du groupe d'utilisateurs des utilisateurs Nutanix en France, donc ça sera francophone. L'objectif, c'est de vous fournir du contenu en français, puisque jusqu'à maintenant, c'est beaucoup de contenu en anglais. Le point central, c'est le groupe d'utilisateurs sur LinkedIn, dont vous avez le lien ici. Il a dû vous être aussi fourni avec ces invitations pour les flash meetings. Et au niveau des flash meetings, donc ça correspond à 30 minutes durant lesquelles on va faire un focus sur une fonctionnalité ou un service de la plateforme pour que vous voyez plus dans le détail. Donc on est après l'aspect plus marketing, là on est vraiment dans le concret et on vous donne le contenu et le fonctionnement. Et vous n'hésitez pas à poser des questions. Le .Next Europe. Donc le .Next Europe, c'était il y a maintenant 2 semaines. Ça s'est déroulé pour cette session en France, à Nice. On a eu 2300 personnes, dont 450 Français. Je vous ai fourni un lien qui est aussi disponible dans le groupe LinkedIn, avec un bilan en fait en condensé, en 8 minutes, réalisé par Sylvain Sioux, un autre directeur technique chez Nutanix, que je vous invite effectivement à regarder. Et durant ces 3 jours de conférence, on a pu rebalayer en fait un petit peu la stratégie et la vision autour de Nutanix. Donc on a en fait en bas cet enchaînement en fait d'étapes avec effectivement en partant de la gauche la découverte un peu de l'hyperconvergence et de l'approche plateforme avec services associés, où on passe d'une infrastructure traditionnelle 3/3 vers ce nouveau modèle type cloud, avec un nouveau modèle opérationnel par-dessus. Et ensuite, on commence sa journée, en fait, son aventure vers ce que l'on a commencé à introduire pendant cette session .Next, qui est la notion Edge, la distribution des clouds au plus proche de là où on va avoir besoin de faire de l'analyse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Big Data, etc. Donc, le Big Data, c'est beaucoup de collecte de données. Donc, ces data lakes ne peuvent pas être tous envoyés vers la notion de core de votre data center chez vous. Donc, il y a trop de flux de données. Donc, on disperse en fait ces clouds en périphérie, au plus proche de là où la data est générée. Et ça va résonner avec toute cette nouvelle approche IoT, puisque tous ces devices collectent un maximum d'informations. Et donc, on a commencé à présenter comment on allait associer la notion de fonction, puisqu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de serverless et de fonctions, qui sont en fait des déclencheurs, des triggers, qui déclenchent des opérations suivant des actions données. Et typiquement, on a présenté effectivement comment on allait réanalyser cette donnée, en extraire l'essentiel pour l'envoyer dans les data centers. Donc voilà, on a balayé tout ça. Donc je vous invite à voir un peu plus dans le détail toute cette vision, toute cette approche durant les différentes keynotes qui ont été mises à disposition. Les liens ont été fournis dans le groupe LinkedIn. Mais finalement aujourd'hui, la grande discussion et là où on va faire les flash meetings et là où on va vous accompagner, c'est vraiment autour de la brique centrale qu'on voit au centre de l'écran avec AHV et Calm. AHV qui est effectivement l'hyperviseur de Nutanix à base de KVM, et Calm qui est toute la stratégie autour de l'application. Donc on était à l'infrastructure, on est remonté à la plateforme. Aujourd'hui on va se centraliser, on va faire un focus au niveau des applications et on va vous donner des outils, des services pour orchestrer, automatiser toute la partie gestion du cycle de vie de vos applications. Donc la partie Calm fera l'objet d'un prochain flash meeting que je vous invite à voir, puisqu'effectivement ça sera vraiment intéressant. C'est aujourd'hui où on a toute une approche à vous apporter. Voilà pour le .Next. Donc le focus aujourd'hui, c'est ABS et AFS. ABS, AFS. On était avant la version 5 de Nutanix sur une approche plus infrastructure hyperconvergée, et avec l'arrivée de la 5, on a enclenché l'approche dite plateforme
dans laquelle on avait des services. Donc on avait la virtualisation traditionnelle et on a rajouté des services, typiquement la partie bloc qui correspond à ABS et qui va nous permettre de présenter du stockage bloc à vos serveurs, donc soit à l'intérieur de Nutanix, soit des VM à l'intérieur de Nutanix, mais surtout à des serveurs qui seraient à l'extérieur de votre plateforme Nutanix. Permet donc de présenter du stockage à des serveurs bare metal, des serveurs physiques, ou d'autres serveurs qui auraient besoin de stockage et qui donc pourraient en bénéficier directement par le stockage et l'optimisation qu'apporte la plateforme Nutanix. On a aussi amené la partie File Services, qui correspond à un NAS, et c'est donc l'objet de ce flash meeting d'aujourd'hui. On a aussi amené la partie container, donc là on parle de Docker, de Kubernetes et toute cette approche containerisation des applications. Cette partie-là fera l'objet d'un prochain flash meeting. Donc on va commencer par la partie ABS. Donc la partie ABS, directement donc le support, à quel serveur, à quel operating system vous allez pouvoir présenter du stockage bloc. Donc on a les serveurs Linux, la partie Oracle Linux, du CentOS traditionnel. Alors attention aux versions, c'est relativement récent puisque ça commence avec la version 6 pour Red Hat et pour CentOS forcément. Et au niveau de Microsoft, on sera à partir de 2008 R2. Donc tout serveur 2003 et antérieur ne sera pas supporté. On supporte aussi, et ça c'est des scénarios qui sont assez intéressants, la partie AX, donc pas en version 6, ça commence à la version 7 d'AX sur Power. La partie Slay, c'est encore Solaris. Ça c'est pour la partie Operating System. On est effectivement compliant avec la partie Oracle, donc on a le tampon pour pouvoir faire tourner des bases de données Oracle sur la partie ABS, donc des serveurs Oracle qui pourraient être soit virtualisés, soit en bare metal, soit en serveur physique. Attention, très important, c'est la partie accès à ce stockage. On est sur la plateforme Nutanix, donc on n'est pas sur du fibre channel, donc on est sur de l'Ethernet 10 gigas, ce qui veut dire que pour vos serveurs, il faudra qu'ils puissent se connecter en 10 gigabits à la partie Nutanix. Donc si vos serveurs historiques sont en fibre channel, il faudra revoir cette partie-là et effectivement leur mettre des connectiques 10 gigabits. Voilà pour la partie besoin, donc le besoin, donc la connectique 10 gigas, la partie operating system supportée. La troisième composante, c'est qu'il va falloir activer en fait la partie accès données externes au niveau de votre plateforme Nutanix, donc fournir une nouvelle adresse IP, type virtual IP, type VIP, qui s'occupera de représenter la target iSCSI, puisque tout ça va fonctionner à travers iSCSI, va représenter votre target iSCSI, votre portal en fait iSCSI, dans la plateforme. Donc une IP external data services, les OS que l'on supporte et la partie accès en 10 gigabits pour tout ce qui est matériel physique. Après tout ce qui est machine virtuelle, on est sur un initiateur software iSCSI, donc pas plus de difficultés. Comment ça fonctionne? Donc la partie ABS bénéficie de toute l'approche, toute l'architecture Nutanix, full software, donc totalement software defined, et surtout complètement distribué. Donc ça bénéficie de tout le modèle d'architecture distribuée de Nutanix, et on va donc amener la partie bloc sur l'existant. Donc on est sur la fabrique de stockage existante Nutanix, c'est pas un silo, un module à part, c'est directement dans votre plateforme existante. Juste en activant l'adresse IP externe, ça va vous permettre de pouvoir immédiatement en bénéficier sans plus de configuration. Donc ça reste vraiment très simple à mettre en place. Et immédiatement, on va simplifier l'approche iSCSI traditionnelle, puisqu'au niveau de vos serveurs qui accéderont à ce stockage, on enlèvera toute la partie gestion multipass qu'il y a à gérer traditionnellement du côté de l'initiateur iSCSI. Et toute cette partie gestion multipass sera gérée automatiquement par la couche ABS, Acropolis Block Services. Donc déjà, on simplifie beaucoup la mise en place et le fonctionnement de l'accès iSCSI au niveau de la plateforme. Donc tout est automatisé, il n'y a pas d'interruption de service. En cas de panne, immédiatement les connexions sont redirigées de façon transparente. Du point de vue du host, on n'a pas d'interruption de service. On bénéficie de toute l'architecture de résilience et de performance
de la plateforme Nutanix. On a beaucoup de scénarios autour d'Oracle. Donc effectivement, on met à disposition un document de best practice et d'architecture de référence dans le monde d'Oracle. Et donc effectivement, la partie ABS est certifiée pour fonctionner avec Oracle, autant en mode virtualisé qu'en mode serveur physique. Comment ça fonctionne derrière? Donc au niveau d'ABS, on démarre d'en bas, hein, au niveau des containers de stockage que vous connaissez traditionnels. On va y associer en fait la partie volume group. Hein. Donc quand vous êtes dans la partie stockage de votre plateforme Nutanix, vous avez les containers, les storage pools et vous avez les volume group. Et donc on va s'appuyer sur ces volume group pour créer des disques qui seront présentés en mode bloc à vos serveurs. Serveur physique ou encore VM. Donc on le voit en fait, hein, ça correspond du point de vue d'un serveur, sur le schéma le host A et le host B, ça correspond à des LUN traditionnels, puisque du coup ça représente un volume bloc présenté directement à travers iSCSI à vos serveurs. Donc on bénéficie vraiment de toute la partie stockage distribué de Nutanix. Hein, c'est pas un silo à part. C'est dans votre stockage distribué Nutanix que vous allez pouvoir présenter ces disques en mode bloc directement à vos serveurs, soit matériel, soit effectivement virtuel. Le fonctionnement d'ABS, donc là c'est un peu plus dans le technique, hein, comment ça va fonctionner. Donc sur le côté gauche, on a un serveur applicatif, un serveur soit bare metal physique, soit une machine virtuelle, avec un initiateur iSCSI software, dans lequel on va présenter des disques. Ces disques seront en fait mis à disposition par la couche ABS de votre plateforme Nutanix. Donc du côté Nutanix, à droite, on retrouve dans cet exemple 3 serveurs, 3 nœuds qui composent le cluster. L'adresse IP sur la droite correspond à l'adresse IP dont je parlais au début, qui est l'adresse IP d'accès au stockage, donc l'adresse externale, qui va permettre de matérialiser en fait votre portal iSCSI. Donc en bas, on voit la première étape qui est au niveau du serveur, de la découverte de la target iSCSI. Donc on va saisir l'adresse IP external data services. Et à partir de là, le serveur va se loguer sur la partie ABS et va découvrir les différents volumes qui lui sont présentés. À partir de là, en fonction, donc c'est complètement distribué, donc ces disques de données vont être répartis entre tous les nœuds de la plateforme Nutanix pour répartir la performance, amener le maximum de performance et d'équilibrage de charge. Tout ça se fait de façon automatique et transparente. Et donc ici, une fois que c'est découvert, on voit les disques qui sont présentés dans ce cas-là par le deuxième serveur de la plateforme. Concernant la haute disponibilité, si jamais le nœud B est mis en maintenance ou a une panne particulière, automatiquement, on va avoir une déconnexion et de façon transparente, une reconnexion automatique sur un autre nœud de votre cluster. Et immédiatement, les sessions sont remontées et les disques sont disponibles. On transfère les disques qui étaient présentés à un autre nœud de la plateforme. Pour la partie Data Services, l'adresse IP qui représente le portal, c'est le même principe. Si jamais cette IP n'est plus disponible, elle sera transférée sur un autre nœud de façon entièrement automatisée. On va avoir aussi d'autres scénarios possibles qui vont nous permettre en fait au sein d'un volume group de distribuer la charge, de distribuer les différents disques présentés sur tous les nœuds de votre plateforme. Comme ça permet de lisser la charge et d'optimiser au maximum les accès au stockage. Au niveau de ces bonnes pratiques et de ces différentes architectures possibles, on a un document de référence que j'ai mis en fin de présentation avec effectivement tous les scénarios et les best practices à adopter en fonction de ces scénarios. Même principe, on va bénéficier de la partie Dynamic Scheduling qui correspond à DRS dans les grandes lignes, qui permet d'équilibrer la charge. Donc là, dans cette infrastructure, à un instant T, on fait grossir le cluster en rajoutant un nœud, donc on étend le stockage. À partir de là, on va avoir cette notion automatique de découverte des charges d'un hotspot, en fait, d'une charge à un instant T. Et immédiatement, on va déplacer en fonction un volume sur un autre nœud disponible. Donc ça se fait de façon automatisée. L'information remonte au niveau de prisme. On vous dit, voilà, il y a un point chaud.
il y a de l'activité et une charge anormale, et donc on va rééquilibrer la charge en distribuant ce qui génère la charge vers un autre nœud de votre plateforme. Dernier scénario, la possibilité effectivement d'exclure des nœuds. Si jamais vous avez un cluster important avec un certain nombre de nœuds et que vous avez un peu spécialisé les accès, vous avez la possibilité d'exclure des nœuds et qui ne participeront pas effectivement à la partie ABS dans le sens pas du stockage optimisé, mais de la présentation du stockage ABS, des accès. Un volume ne sera pas présenté par ces nœuds-là. Par contre, ces nœuds participent bien au pool global de ressources stockage de toute la plateforme. Ça ne représente pas un silo isolé. Pour terminer sur la partie ABS, très important au niveau de la partie contrôleur Nutanix. Jusqu'à aujourd'hui, on avait deux interfaces, donc l'interface de management, sur laquelle on a aujourd'hui l'interface iSCSI, donc l'accès external dont je parlais au début, cette fameuse adresse virtuelle, qui sera sur le même réseau de management. Et on a l'interface internale qui sert à toute la partie présentation du stockage à la couche de virtualisation. Ce que l'on a annoncé, c'est une nouvelle segmentation des réseaux avec la création d'une nouvelle interface pour le contrôleur Nutanix. Donc ça va arriver prochainement dans les semaines à venir avec la prochaine version d'Acropolis Operating System. Et on va dissocier la partie stockage, donc tout le réseau de stockage entre les nœuds sera dissocié sur cette interface-là. Et dans un second temps, plus tard, on aura une dernière interface qui viendra et qui nous permettra effectivement de dissocier cette external IP de service externe iSCSI de la partie réseau de management. Maintenant, la partie AFS. Donc AFS, la partie NAS, dans cette même philosophie, on avait le stockage objet. Donc là, maintenant, on s'occupe du stockage NAS. Et l'objectif, c'est d'avoir la même approche simple, de bénéficier de la même façon de toute l'architecture distribuée de Nutanix et d'amener quelque chose de scalable autant en scale-up qu'en scale-out, de s'adapter vraiment aux besoins, de ne pas amener de points de failure, d'être hautement disponible et d'avoir la même résilience que la plateforme Nutanix elle-même, de bénéficier des mêmes fonctionnalités. Aujourd'hui, AFS est disponible sur Acropolis Hypervisor et ESXi, pas pour l'instant sur Hyper-V. Ça, c'est important à savoir. Les cas d'usage typiques, donc pourquoi est-ce qu'on a commencé à amener cette fonctionnalité? Effectivement, on a beaucoup de cas d'usage autour de la VDI, donc les Home Directory, les profils des utilisateurs, mais aussi pour de l'archivage, pour de la partie vidéo, des gros repositories pour déverser de la vidéo, une cible de backup traditionnelle, ou encore la partie log des applications. Donc ça, c'est les cas d'usage spécifiques et les plus enclins. Dans la VDI, on retrouve autant la partie profil des utilisateurs que la partie partage tout venant, tout usage commun, etc. dans l'entreprise. Comment ça fonctionne? On va, de façon transparente, vous proposer de déployer un NAS. Ce NAS est en fait représenté par, de façon distribuée dans son architecture, des machines virtuelles qui vont composer cette infrastructure hautement disponible et résiliente. Dans le schéma ici, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, on va avoir deux serveurs de fichiers. Le premier serveur de fichiers en haut, représenté par le file server 1, où on a les trois machines virtuelles vertes qui forment un namespace unique, donc rattaché à une forêt Active Directory, donc un environnement Active Directory, dans lequel on va pouvoir créer des partages et présenter ça à ses utilisateurs. Si on a une deuxième forêt Active Directory, un deuxième environnement Active Directory dissocié, on déploiera un nouveau serveur de fichiers qui sera à nouveau représenté par trois machines virtuelles. D'accord ? Donc ça, c'est pour l'architecture. La scalabilité et le load balancing, donc on bénéficie vraiment de toute la partie software define de Nutanix. On va avoir une notion d'intelligence d'analyse du comportement au niveau du NAS pour, en permanence, rééquilibrer la charge, distribuer la charge dans le cluster. Et on va voir un peu comment ça se comporte. Typiquement,
L'objectif, c'est que ces machines virtuelles que l'on va créer, donc le minimum c'est 3 machines virtuelles, elles soient toutes actives-actives. Et on va distribuer la charge en fonction de soit on est sur des Home Directory, soit on est sur des partages tout venant. Pour les Home Directory, on va avoir une racine Home avec à l'intérieur, par exemple, 50 utilisateurs chez vous, donc 50 répertoires des profils pour les utilisateurs. Ces 50 répertoires vont être tous répartis entre les machines. Pour faire simple, on va dire 60 utilisateurs. On aura 20 partages par machine virtuelle, dans le cas des 3 machines virtuelles. Pour les partages tout venant, typiquement le partage commun, le partage X ou Y, ressources humaines, etc., etc., ces partages, chaque partage sera distribué sur ces machines virtuelles. Donc on est vraiment sur une architecture totalement active-active, dans laquelle on va essayer de distribuer la charge, et cette charge ne sera pas, et cette distribution ne sera pas figée. C'est-à-dire qu'un algorithme intelligent va monitorer ce qui se passe, et va redistribuer en fonction des besoins la charge. Typiquement, ma première machine commence à être chargée, donc l'algorithme va proposer de rebalancer la charge en déplaçant un des partages vers une machine qui serait moins sollicitée. Autre cas, ici on a ces 3 machines qui sont chargées au maximum, on va avoir l'approche scale-out. Scale-out, ça va être juste une mise à jour de votre serveur NAS en lui rajoutant un nouvel élément. Et de façon entièrement transparente, on va déployer une nouvelle machine virtuelle qui viendra compléter ce serveur NAS et qui nous permettra de rééquilibrer la charge. Là, on est sur une approche scale-out. On va avoir une deuxième approche que l'on appelle scale-up et qui va en fait nous permettre de faire grossir les machines virtuelles existantes. On va le voir, je vous le montrerai dans la démo. Quand on déploie en fait traditionnellement le NAS, on va lui dire un nombre de connexions simultanées, ce qui va dimensionner les machines. Vous aurez la possibilité de revoir dans le temps, de la même façon à chaud, la charge associée et donc les ressources associées à ces VM. Donc là, on ne rajoute pas de machines, on fait juste grossir les machines pour s'adapter à la montée en charge. Donc ça, c'est du scale-up. Au niveau de la haute disponibilité, je vais accélérer puisqu'il nous reste bientôt plus de temps. Pour la haute disponibilité, rien de compliqué. On a vu les 3 machines se partager les partages. Là, j'ai une perte. Les partages qui étaient impactés par la perte de nœuds sont redistribués sur les autres nœuds. Donc, aucune interruption de service. Bien sûr, toutes les fonctionnalités traditionnelles du NAS seront mises à disposition. Donc, la partie accès aux versions précédentes dans Windows, pour la partie SMB, disponible, basée sur les snapshots traditionnels que vous connaissez, la protection de la donnée traditionnelle dans la plateforme Nutanix. La partie Disaster Recovery, on a un mécanisme directement intégré qui s'appuie sur la protection de la donnée asynchrone et qui permet de répliquer cet environnement NAS vers un deuxième site pour le sécuriser. Pour la partie antivirus, tous les scénarios sont possibles, soit des agents directement au niveau des clients, donc là il n'y a rien au niveau du NAS, soit effectivement un serveur central sur lequel on présente tous les partages et qui va scanner sur des intervalles planifiés, ou alors la partie plus intelligente, inline, qui s'appuie sur le protocole ICAP et qui va vous permettre en fait d'insérer une solution antivirus directement au niveau du NAS. Donc on voit les utilisateurs qui ont des opérations au niveau du NAS et c'est le serveur antivirus qui valide en permanence qu'il n'y a pas de virus dans les fichiers qui sont échangés. Là, c'est directement intégré avec les solutions du marché, McAfee, Symantec, toutes les Kaspersky, toutes les solutions que vous connaissez. Pour la partie sauvegarde, donc ça c'est un grand sujet pour la partie sauvegarde, on ne fait pas de NDMP. La solution ne supporte pas NDMP. On a une autre approche que je vais vous détailler par la suite. L'approche traditionnelle avant ce nouveau mécanisme que j'introduis juste après, c'est effectivement un serveur de backup qui voit les partages et qui les sauvegarde à intervalles réguliers. La partie File Operation Monitoring, donc là c'est tout ce qui est audit de sécurité, tout ce qui va être activité sur les disques, et typiquement c'est pour permettre l'intégration à toutes les solutions que l'on connaît, type Varonis, etc. Donc là c'est directement natif dans la solution, on met à disposition ces différentes API pour que les différentes solutions tierces que vous pourriez avoir aujourd'hui s'intègrent naturellement
avec ce NAS, à travers des connecteurs. Alors maintenant, les évolutions à venir. Les 3 évolutions qui vont arriver dans les semaines à venir, c'est au niveau d'un déploiement actif-actif de notre mode de fonctionnement backup intelligent et du support NFS, puisque là on parlait de la partie SMB, partage Microsoft. Actif-actif, on va mettre en place la possibilité de distribuer ce NAS entre 2 sites. Pour l'instant, on l'a vu, c'était dans un site avec un disaster recovery et la possibilité de faire 2 déploiements avec un croisement des disaster recovery. Là, on va mettre en place quelque chose de totalement actif-actif entre 2 sites. La partie backup. Donc là, on va mettre à disposition une nouvelle API qui nous permettra de faire du change file tracking. Et à partir de là, on va pouvoir, à travers un mécanisme intelligent, à base de snapshot, vérifier la liste des fichiers qui ont été modifiés pour que la solution de sauvegarde ne sauvegarde que ces fichiers modifiés. Donc ça va être supporté par les différentes offres de backup du marché. Très rapidement, ça sera Comtrade, Commvault et Rubrik, et dans un second temps, tout le reste de l'écosystème. La partie NFS, traditionnelle, hein, rien de particulier, NFS V4, et dans un second temps, durant le premier semestre de l'année prochaine, la partie multi-protocole, hein, pouvoir accéder à un même partage autant en SMB qu'en NFS. Du point de vue performance, je ne perdrai pas trop de temps sur cette partie-là. Ça vous montre un petit peu les différentes performances attendues. Je vous mettrai de toute façon la présentation à disposition, vous pourrez regarder dans le détail. Important du côté du licensing, AFS est disponible automatiquement pour les utilisateurs en licence Acropolis Ultimate. Et pour les autres utilisateurs, cette licence NAS sera disponible en mode standalone. Hein, juste la partie NAS, sans passer jusqu'à la partie Ultimate. Donc les 2 modèles, soit un upgrade vers Ultimate, et là il y a toutes les fonctionnalités, soit en mode standalone, juste la partie NAS. Autour de Prism Pro, là c'est toute la partie capacity planning, puisque là avec le NAS, ça rajoute une nouvelle couche, hein, de stockage et de consommation du stockage. Donc la partie Prism Pro est encore plus nécessaire pour justement avoir une bonne visibilité sur ce qui se passe dans toute la plateforme Nutanix. Donc là, on pourra en revenir sur la partie Prism Pro dans un autre échange. Même principe sur la partie recommandation, optimisation des capacités. Donc là, c'est sur une approche plus, on récupère des workloads où on récupère tout ce qui est oversizé pour faire un peu de la récupération de ressources. Donc là, c'est tout ce qui est recommandation dans le temps sur la plateforme. Et au niveau des ressources, je vous ai mis en fait les documentations officielles et les deux white papers qu'on met à disposition pour ABS et AFS. Je vous mettrai les liens directement dans le groupe LinkedIn. Donc là, on est sur de l'Acropolis Hypervisor, mais sur du vSphere, c'est le même fonctionnement. Ici, on a une entrée supplémentaire à partir du moment où vous êtes à jour, au moins en version 5.0 d'Acropolis. Vous avez en fait cette nouvelle entrée file server. Ici, j'ai un file server qui est déjà déployé, et en fait, en faisant plus sur file server, ça me permet de déployer un nouveau file server. C'est très simple dans le déploiement, hein. On a le soft de disponible. Il faut que la partie IP soit correctement configurée, hein. Donc elle se configure directement au niveau de votre cluster ici. ISKEI Data Services, c'est cette IP qui est utilisée, hein, qui nous permet de la même façon qu'ABS. On a besoin de ça puisque finalement la solution NAS s'appuie sur les briques ABS. Donc ici, on a les prérequis qui sont bien remplis. Et à partir de là, vous allez pouvoir déployer ce serveur NAS. Hein, ce sera le nom qui sera présenté à vos utilisateurs. Donc on lui donne un nom, on le configure sur le réseau. Donc il y a un réseau frontal, on a un réseau d'accès client. Ça, c'est vous qui choisissez le réseau sur lequel vous allez donner l'accès à ce NAS. Donc on le voit ici, on lui donne un nom. Voilà. Ici, on choisit la taille que vous pourrez revoir en mode scale-up par la suite. Hein. Ici, le déploiement par défaut, ce sera 3 VM. Et à partir de là, on va avoir l'accès au réseau client. C'est l'accès en fait qui permet de se connecter à l'AD, qui donne l'accès aux utilisateurs, à la partie DNS. Donc là, vous choisissez le réseau que vous souhaitez, vous donnez les adresses IP. Ensuite, on va faire la même chose pour la partie stockage. Et à la fin, on fournira le raccordement de ce serveur NAS à votre Active Directory.
C'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on a un serveur NAS qui est ici disponible avec la partie partage, la partie antivirus, les alertes, etc. Et au niveau des partages, on est dans le même type d'expérience. Vous créez un nouveau share ici, vous donnez un nom au share, vous choisissez le serveur, parce que vous pouvez en avoir un ou d'autres. On l'a vu, on peut déployer plusieurs serveurs NAS. Ici, vous donnez la taille maximale, une description, vous choisissez un mode de fonctionnement, ça c'est important, ça va jouer sur la façon dont on va répartir la charge entre les différentes machines. Et vous avez la possibilité d'activer les fonctionnalités traditionnelles ABS, pour la partie on cache les répertoires aux utilisateurs qui n'ont pas les accès, et la partie SSR qui permet d'avoir accès aux versions précédentes directement dans les onglets des partages. Et ensuite, vous allez avoir la possibilité d'avoir des statistiques, de gérer vos quotas au niveau de ces partages. Donc on ajoute des quotas, on ajoute des utilisateurs ou des groupes, on choisit la hard ou la soft limit. On est sur un NAS complètement traditionnel, mais totalement intégré dans l'interface Prism, même expérience que pour toutes les autres fonctionnalités de la plateforme. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça aura été informatif pour tous. Je remets ça à disposition et je vous dis rendez-vous sur un prochain Flash Meeting. N'hésitez pas à faire des retours dans le groupe LinkedIn au niveau du format, si vous avez des idées, des suggestions. N'hésitez pas.